Les acteurs du secteur médico-social se mobilisent durant 3 jours. Ils sont en grève pour dénoncer le mépris du gouvernement vis-à-vis de leur situation. 5 Martinérois jugés ce jeudi pour recours abusif contre le projet de centre commercial à Nerpic. Ils ne se laisseront pas faire et sont mobilisés avec leur soutien devant le palais de justice. Finalement, faire du vélo c'est bien, pouvoir le réparer c'est encore mieux. Nous irons dans ce journal à la découverte d'un centre de formation vélo à Mélan, le CNPC Sport. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 8 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors qu'en France, le cap des 10 millions de primo-vaccinés vient d'être franchi, Alpexpo se prépare à accueillir 1000 personnes par jour. Le salon d'événementiel se transforme en vaccinodrome dès vendredi, un centre de vaccination gigantesque à destination des personnes de plus de 70 ans, des vulnérables de plus de 50 ans et des femmes enceintes. Le site proposera des injections du Pfizer 7 jours sur 7, de 8h45 à 19h. Alors, ce centre de vaccination a été conçu pour accueillir 3000 personnes par jour, avec l'ambition de faire 1500 premières injections et 1500 deuxièmes injections. Donc au démarrage, on avait organisé dans cet esprit-là. Et puis, on a moins de vaccins que prévu sur ce mois d'avril. Donc on va démarrer uniquement avec 1000 premières injections et on verra au mois de mai si on peut augmenter pour toujours avoir quelque chose d'équilibré entre les premières et les deuxièmes injections. Derrière moi, il y a la vaccination avec donc des petits box de vaccinateurs. Des infirmières préparent les doses pour éviter d'être perturbées, dérangées. Elles sont derrière les vaccinateurs et elles sont très proches aussi pour pas qu'il y ait de risque dans le transport. Sur le centre de vaccination, on ne fera jamais d'AstraZeneca. On ne fait que des vaccins en ARN. Donc c'est du Pfizer pour commencer. Après, selon les livraisons de doses, on fera peut-être un mélange de Pfizer et Moderna. Des places pour se faire vacciner sont encore disponibles. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site queldoc.com. Ce jeudi, les rues de Grenoble n'étaient pas de tout repos. Dès 10h, les acteurs du secteur médico-social ont débuté leur manifestation. Ils dénoncent le mépris du gouvernement face à leur situation. Ils n'étaient pas les seuls à se mobiliser de la place Doyen-Gosse à l'hôtel du département Lilian Veillet. C'est une bonne partie des travailleurs sociaux qui s'est mobilisée place Doyen-Gosse. Les secteurs du sanitaire, du médico-social, du social et de l'aide à domicile, en première ligne avec la crise du Covid, faisaient front commun pendant 3 jours pour revendiquer de meilleures conditions de travail et surtout une revalorisation salariale. On pense que notre secteur y va mal, qu'on n'est pas reconnu d'un point de vue salarial, que les budgets ne font que être amputés de plus en plus, qu'on veut défendre et des conditions de travail les meilleures possibles. Les secteurs publics et les EHPAD ont été augmentés de 183 €, mais dans le privé, on reste toujours de côté. On espère pouvoir un jour obtenir ces 183 €, parce que dans notre secteur, ça commence à être vraiment compliqué. On a pas mal de démissions, des gens du coup qui fuient vers les secteurs publics. 183 € net mensuels tout de suite pour s'accorder avec les accords du Ségur de la santé qui prévoyait cette somme pour les personnels des hôpitaux et des EHPAD, mais dont sont exclus les professionnels du social et du médico-social, et aussi 300 € pour pallier le gel du point d'indice depuis une vingtaine d'années et éviter cette fuite en avant des salariés. On se retrouve avec des personnes qui sont non qualifiées pour travailler auprès de personnes polyhandicapées. C'est du handicap lourd, c'est pas facile. Arrêter de supprimer des postes, embaucher massivement du personnel qualifié et défendre l'intérêt des soignants et des soignés, délaissés par cette marchandisation du travail social. Ils voudraient rentabiliser le travail social en mettant en place la tarification à l'acte, le financement de plus en plus privé. Et on pense que ça c'est dramatique, que ça fait évoluer nos conditions de travail, ça augmente la charge de travail et ça nous met en tension tous les jours et nous fait participer d'une certaine manière à la maltraitance institutionnelle des personnes accompagnées. Nous, on ne veut pas faire ça. Les étudiants aussi étaient présents pour soutenir leurs futurs collègues et demander la réouverture des facultés. On pense que c'est possible, mais pour ça, il faut mettre les moyens à la hauteur des besoins, donc un investissement massif du gouvernement. Je suis là du coup pour me battre pour mes futures conditions de travail, en fait, pour dire non à ces conditions de travail qui sont dégradées, où les publics ils sont accueillis dans des conditions en fait déplorables. Entre précarité et manque de moyens, ces oubliés du Ségur se sont rassemblés dans une 50aine de villes pour une grève reconductible.
Et oui, cette grève nationale pour le secteur médico-social est prévue pour durer 3 jours, les 7, 8 et 9 avril à Grenoble et dans toute la France. Autre rassemblement, mais bien différent, devant le palais de justice. Il se mobilisait ce jeudi en soutien à 5 habitants de Saint-Martin-d'Air attaqués en justice pour recours abusif contre le projet du centre commercial à Nerpic. Ces riverains avaient demandé l'annulation du permis de construire octroyé en mai 2018 par la mairie à Apsis, le promoteur en charge du projet de construction. Nous, la seule chose que nous voulions, c'est bien sûr faire valoir notre droit qui est de contester le permis de construire numéro 2 accordé par le maire de Saint-Martin-d'Air en mai 2018. Quelques mois après que nous ayons déposé ce recours, le promoteur Apsis de taille européenne, 2 centres commerciaux, nous a assigné au tribunal de grande instance de Grenoble, nous disant que nous n'avions pas le droit à agir et nous menaçant, c'était des menaces, puisque nous avons eu un huissier qui est venu chez nous en nous menaçant, vu qu'on lui aurait fait perdre 25 millions d'euros. Et si, malheureusement, ce que je ne crois pas, nous étions jugés aujourd'hui ou dans les quelques jours du jugement non habilités à agir, il nous demanderait 100 000 euros, voire plus. Vélo, boulot, dodo. À Grenoble, plus de 15% des trajets domicile-travail se faisaient à vélo en 2020, un chiffre qui aurait bondi avec la crise sanitaire. Mais comment faire lorsque son véhicule est en panne? Il faut le réparer. Et pour cela, le CNPC Sport à Mélan propose une dizaine de formations autour du vélo. Charlotte Faulkner. Connaître le vélo sur le bout des doigts, le tout en 9 semaines, c'est l'objectif du CQP Technicien Cycle, le certificat de qualification professionnelle, un apprentissage technique qui aborde aussi la gestion et les techniques de vente, une formation qui connaît un véritable engouement depuis maintenant plusieurs mois. On voit effectivement que tout ce qui est lié au vélo se développe. Il y a aussi l'effet vélo électrique. L'augmentation du vélo électrique, le vélo en termes de mobilité. Les gens pensent de plus en plus au vélo en tant que moyen de locomotion. Donc forcément, il y a des besoins derrière dans les magasins pour entretenir tous ces vélos. Donc besoin de plus en plus de collaborateurs. L'engouement est tel que le CNPC n'a pas eu d'autre choix que de changer de braquet en rajoutant des sessions de formation. En 3 ans, les formations de CQP ont pratiquement été doublées, passant de 5 à 10 par an. La demande étant de plus en plus croissante, on propose davantage de formations et on demande surtout maintenant de nos jours aux gens de pouvoir anticiper leurs inscriptions parce que je vous avouerai que les plannings sont particulièrement chargés, les promotions sont également complètes. On a par exemple l'ouverture des prochaines promotions à partir de 2022. Chaque année, le CNPC compte 150 apprenants. Ils ont 100% de chances de trouver un poste par la suite. Ici, grandes chaînes de magasins ou indépendants les appellent directement pendant leur formation. C'est ce qu'on peut quasiment appeler un marché en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Pour information, sur le site du CNPC, dans la rubrique offres d'emploi, j'ai comptabilisé ce matin 165 offres uniquement sur le cycle. Dans les ateliers, certains candidats sortent tout juste de l'école ou d'autres sont en reconversion professionnelle. C'est une formation qui est dense mais qui est rapide aussi, donc le format me plaisait. Et j'étais rassuré au niveau du contenu et des débouchés. C'est d'apprendre vraiment la mécanique du vélo et pouvoir conseiller les clients au mieux. Parce qu'on parle de vélo, mais on parle avant tout de sécurité. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est la sécurité aussi en vélo. À l'issue de cette formation, les candidats auront tous les outils en main pour être autonomes en magasin. Coût de la formation, 3 000 €. Se déplacer à vélo, c'est aussi un moyen de lutter contre l'augmentation des gaz à effet de serre. On parle du climat aujourd'hui avec notre invitée. Bonjour Marie-Sylvie Desnains. Bonjour. Alors, vous êtes participante iséroise de la Convention citoyenne pour le climat. En quelques mots, en quoi ça consiste cette convention ? Alors, nous avons été 150 Français tirés au sort pour participer à cette convention qui a démarré en septembre 2019 et qui vient de s'achever là en février, à proprement parler 2021. Donc, cette convention avait un objectif très précis. Il s'agissait donc d'émettre des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030.
Vous l'avez dit, vous avez été tiré au sort. Comment ça s'est déroulé? On vous a contacté? Vous aviez postulé? Oui, non, absolument pas. C'est un vrai tirage au sort. A priori, donc, la société Harris avait été mandatée pour sortir 250 000 numéros de téléphone. Donc les gens ont été appelés, libre à eux après d'accepter ou de refuser. Mais moi, j'ai accepté tout de suite. Sur quel groupe vous avez travaillé? Alors moi, j'ai été tirée au sort une deuxième fois pour participer au groupe Consommé. D'accord. Et quelles sont les grandes lignes du projet de loi que vous et les 149 autres citoyens avez présenté au gouvernement? Alors, il y en a eu beaucoup dans chaque groupe. Pour mémoire, donc on était répartis sur 5 thématiques. Donc, il y avait le groupe consommer, il y avait le groupe se déplacer, il y avait le groupe se produire et travailler, il y avait le groupe se loger et le groupe se nourrir. Donc, au sein de chacun de ces groupes, il y avait vraiment de grands enjeux. Par exemple, pour se loger, la rénovation des bâtiments énergivores était très importante. Pour se déplacer, il fallait pouvoir limiter l'usage de la voiture individuelle. Au sein de mon groupe, on a beaucoup travaillé sur la limitation de la publicité et sur la possibilité d'émettre un carbone score pour chaque produit de consommation. Après, au sein du groupe Se Nourrir, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le respect donc, de la production et puis les menus végétariens. Bon, c'est des exemples parmi d'autres, mais il y en a 149, donc il y en a beaucoup. En Isère, les citoyens sont très engagés pour le climat. Vous étiez déjà engagé dans cette lutte avant la Convention citoyenne ? Alors moi-même, à titre personnel, pas plus que ça. Donc j'ai découvert beaucoup de choses en participant à cette convention. Parmi mes collègues, mes co-citoyennes, donc 2 autres personnes étaient bien plus engagées que moi. Voilà, donc ça n'a fait qu'entériner leur perception des choses. Est-ce que les mesures proposées par les 150 citoyens de la Convention pour le climat, dont vous faites partie, ont été appliquées par le gouvernement ou au moins considérées? Quel a été votre ressenti à vous? Alors, je vous ai apporté 2 documents qui donnent une petite appréciation des choses. Voilà. Alors, ce gros manifeste, c'est donc le rapport que nous avons sorti à l'issue de la Convention citoyenne. Et en gros, voici le tableau de suivi donc, de la mise en œuvre des propositions qui a été proposée par le gouvernement. Donc, on voit le ratio. C'est exactement ça. C'est une belle métaphore. C'est-à-dire que sur nos 149 propositions, peu ont été reprises et toujours à minima. Donc, on a éprouvé beaucoup de déception. Cependant, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis que le minimum, c'est toujours ça, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro, et c'est une base pour continuer à travailler. Mais une grosse déception quand même. Pour la plupart d'entre nous, oui, quand même, une grosse déception. Mais il y a quand même des choses qui avancent, il faut quand même voir les choses de façon positive, et on attend de voir aussi ce qui se passera au niveau du référendum sur la Constitution que nous avons proposé au gouvernement. Pendant le premier confinement, on l'a vu, les rues de Grenoble étaient désertes, pas de voitures. Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur vos réflexions? Est-ce que ça a réveillé certaines perceptions des choses? Alors oui, on a émis le besoin, nous, pendant la crise sanitaire, en fait, de faire une proposition plus rapide au gouvernement. Voilà, on a souhaité intervenir et puis sortir quelques-unes déjà de nos propositions pour avoir un impact aussi par rapport à cette crise sanitaire. C'est vrai que... en conclusion de ça, malheureusement, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été plus compliquées. Par exemple, ce qu'on a proposé sur l'aérien s'est trouvé entravé par cette crise sanitaire parce que c'est un secteur en grosse difficulté actuellement et les choses n'auraient peut-être pas été perçues de la même façon si cette crise sanitaire n'était pas survenue. Vous, Marie-Sylvie, il y a un autre thème qui vous tient à cœur pour une future convention citoyenne. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, absolument. Donc, on a été beaucoup sollicité à la fin de la convention pour savoir ce qu'on avait retiré de cet exercice démocratique inédit. Donc, il est à mon avis très riche, très important. Et en ce moment, aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale est présenté donc un texte sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Soyons clairs. Et je pense que ce serait un excellent thème d'une prochaine convention citoyenne vraiment nationale, de manière à donner vraiment la parole aux citoyens de France et de ne pas laisser ce sujet pris en otage par le système politique trop restreint, à mon avis, sur cette question. On espère que le message passera. Vendredi, vous tiendrez une visioconférence sur le territoire du Vercors avec le groupe Néo-Transition. Quels seront les sujets abordés durant cette visioconférence? Eh bien, je vais présenter un petit peu ce qui s'est passé lors de cette convention citoyenne à l'échelle nationale. Et après, je pense que les membres du groupe Néo-Transition vont essayer de pouvoir faire un rapprochement avec ce qui serait possible de faire à l'échelle du territoire local, du Vercors notamment. Donc, on espère pouvoir tirer quelques leçons, même si l'échelle, effectivement, n'est pas la même. Merci beaucoup, Marie-Sylvie Desvelin, d'avoir été avec nous.
Vendredi aussi à 20h30, retrouvez Vous avez dit Primitif sur notre antenne. Un spectacle au décor préhistorique qui retrace l'aventure sonore et musicale de nos lointains ancêtres. Ouvrez les oreilles et les yeux ce vendredi à 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.